Est-ce qu'au niveau du micro, ça va pour tout le monde? Donc bonsoir, je me présente Tristan Vuillet, je suis archiviste ici aux Archives municipales de Lyon en tant que responsable de la salle de lecture et des recherches. Et avant de commencer mon intervention ce soir, je tenais avant tout à remercier Madame Brigitte Oriot de m'avoir témoigné sa confiance en m'invitant à intervenir ce soir devant vous pour vous présenter effectivement l'évolution urbaine de Lyon à travers une typologie documentaire importante des archives municipales que sont les plans. Je tenais également à remercier Gérard Bruyère de m'avoir gentiment, je dirais même amicalement, forcé la main à me décider à réaliser cette intervention, qui est une suite logique de celle que j'ai déjà effectuée à plusieurs reprises sur le plan scénographique. Et enfin, merci à vous, cher Olivier Zeller, pour les quelques mots que vous venez de prononcer. Montrer l'évolution urbaine de Lyon durant une conférence d'1 heure relève d'un pari un peu fou, parce que c'est approximativement 5 siècles d'histoire que je vais me proposer de vous faire survoler à partir de quelques plans généraux de notre ville. Alors, quelques préalables, effectivement, je préfère tout de suite vous prévenir que je ne ferai pas l'histoire de la ville de Lyon en 1 heure de temps. D'abord, la contrainte horaire et la richesse de ces documents rendent l'exercice, vous vous en doutez, quelque peu complexe. De plus, en présence de chercheurs que je côtoie régulièrement en salle de lecture, d'universitaires, beaucoup plus chevronnés que moi dans l'assistance, je n'aurais pas du tout cette présomption. J'en profite d'ailleurs pour amicalement saluer Françoise Bayard de sa présence. Olivier Zeller l'a souligné, effectivement, j'ai été étudiant à Lyon 2. Elle le sait, son ancien étudiant en histoire moderne a bien relevé les difficultés de la paléographie pour devenir un archiviste. Et c'est donc bien en tant qu'archiviste ce soir que je vais m'adresser à vous. Je vais donc essayer de tenter de vous décrire ces différents documents, de vous les contextualiser, de vous les présenter pour en dégager quelques richesses, quelques intérêts. Vous imaginez bien qu'en 1 heure, effectivement, le pari est quelque peu risqué. L'objectif poursuivi consiste donc à vous montrer les transformations successives de la ville, de son image, par la seule présentation de ces documents avec quelques commentaires de ma part. Aussi, par avance, je vais m'excuser pour la visualisation des documents lors de cette intervention. Même si l'écran derrière moi est quelque peu conséquent, vous ressentirez, et notamment pour celles et ceux d'entre vous qui sont le plus au fond de la salle, de la frustration à ne pouvoir tout observer. Aussi, mon intervention cherche à mettre en avant les fonds de mon service, puisque sachez que chaque plan, chaque représentation que vous pourrez voir ce soir est numérisée et que vous pourrez les visualiser à partir de notre site internet et de notre salle de lecture virtuelle. Ainsi, pour chacun des plans présentés, j'ai indiqué une date, la cote, le titre et l'auteur s'il est identifié du document. Ceci vous permettra, j'espère, d'accepter la piètre résolution des images et des documents qui vont vous être projetés ce soir. Juste pour votre information, plusieurs solutions s'offrent à vous pour effectivement visualiser ces documents. La première, de saisir simplement la cote dans la barre de recherche, ou alors de vous rendre directement dans les fonds numérisés et il y a une rubrique « Carte et plan ». Un plan, c'est quoi? Un plan, c'est avant tout un contact visuel avec une réalité historique et, comme l'a si bien rappelé Olivier Zeller, avec une multiplicité de sens. Les plans généraux de Lyon du XVIe jusqu'au XXe siècle ont donc été perçus, appropriés par des utilisateurs très divers, avec des intérêts très différents. Aussi, au-delà de l'intérêt intellectuel, de l'intérêt esthétique, sentimental peut-être, que les plans peuvent présenter, leur présentation doit permettre de comprendre les conditions de développement de la ville, d'imaginer peut-être les aspirations de ces populations, de rendre compte des volontés des dirigeants et d'imaginer ce qu'aurait pu être, ce que pourrait être la ville de demain. Il en demeure donc que la démarche des archivistes est irremplaçable car, et c'est un peu l'exercice de style auquel je m'apprête à vous présenter ce soir, rend la chose intéressante parce qu'effectivement cette démarche va essayer de vous redonner la raison et les circonstances qui ont pu créer ces plans. Il faut savoir que cette typologie documentaire est une partie très importante dans les dossiers conservés aux archives municipales de Lyon. La compétence d'encadrer le bâti des particuliers, l'initiative de créer des édifices publics, de faire évoluer les espaces dans une réglementation donnée,
donne aux villes dans ce domaine un poids particulier. C'est pourquoi, outre les quelques 20 000 plans décrits isolément sortis des dossiers, Jeanne-Marie Dureau, l'ancienne directrice du service des archives municipales, estimait que les archives lyonnaises conservent intégrés au dossier, et donc au carton que peut-être certaines parmi vous utilisent, contiennent vraisemblablement plus de 100 000 plans qui peuvent être à la fois des plans de détail ou des plans généraux. De cette masse, j'ai choisi de sélectionner, de vous présenter, de vous les décrire et de vous en donner, je le regrette une fois encore, un trop rapide aperçu. Cette sélection, elle va donc forcément être subjective, ayant choisi de vous présenter une dizaine de documents. Cette sélection, elle va reposer sur la volonté de faire apparaître des évolutions, des nouveautés, et peut-être et même très certainement une part de goût personnel. Enfin, sachez que je ponctuerai ces présentations de plans en insérant quelques vues de Lyon pour vous permettre aussi de vous représenter l'espace urbain. Je vous propose donc de suivre une approche chronologique afin de vous présenter ces principaux plans que nous conservons et ainsi vous faire voyager dans le temps et dans l'espace urbain de Lyon. Avant tout, de quoi parle-t-on ? Je vais reprendre à mon titre la définition de Michel Chinal, un géomètre expert, qui indique dans un article de l'ouvrage Forma Urbis que le plan est une image réduite en une projection horizontale de la portion d'un territoire représenté. Sa précision en détermine sa valeur. La précision, qu'est-ce que c'est ? C'est l'écart entre la mesure graphique sur le papier de la distance séparant deux points et la réalité du terrain. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, cette précision peut varier et a beaucoup varié au fil du temps. Un peu de chronologie est nécessaire. L'érudit lyonnais André Steyer a pu écrire que la connaissance des lieux est indispensable pour celle de l'histoire. Alors ce soir, moi, je vais inverser son propos. Pour mieux appréhender les plans, il est nécessaire pour vous d'avoir en tête quelques dates. En effet, l'espace lyonnais présente l'originalité de cette lentement accrue de terrains gagnés sur les fleuves, puis de terrains voisins comme les communes de Vèze, la Guillotière, la Croix-Rousse, Saint-Rambert-l'Île-Barbe. Aussi, avant de démarrer ce voyage, permettez-moi de vous rappeler quelques dates importantes pour permettre de mieux comprendre cette évolution. Première série d'évolutions, première date, une période plutôt 1749 à 1761. Ce sont les travaux engagés par Soufflot qui va gagner des terrains baignés par le Rhône et qui aménage le quartier Saint-Clair. Le 13 octobre 1771, lettre patente qui autorise l'exécution du projet de Michel-Antoine Perrache, projet qui repousse à la Mulatière, le confluent du Rhône et de la Saône qui se trouvait alors à Ainet. 24 mars 1852, décret présidentiel qui réunit à Lyon 3 communes, Vèze, la Croix-Rousse, la Guillotière. 17 décembre 1894, loi qui repousse jusqu'au pied du talus ouest du chemin de fer de Lyon à Genève la limite de Lyon et de Villeurbanne, ce que vous pouvez voir sur une petite vignette projetée derrière moi. L'ancienne limite et la nouvelle limite, gagnée par cette loi en échange de laquelle la ville de Lyon paye la somme de 25 000 francs à la commune de Villeurbanne. 18 décembre 1913, 2 lois qui rattachent à la ville de Lyon une partie du territoire de la commune de Caluire, sur laquelle est édifié l'hôpital d'isolement de la Croix-Rousse, et une partie de l'hôpital de Debrousse et de ses dépendances qui se trouvaient sur la commune de Sainte-Foy. Petite information anecdotique, mais ceci étant pour les habitants de Caluire, elle a encore son importance. Sachez que ces cessions de terrain ont été faites en échange de lits réservés dans les hôpitaux pour les malades de ces communes. Voilà. Je vous laisse vous rendre effectivement à l'hôpital de la Croix-Rousse si vous habitez à Caluire, prétextant que depuis la loi du décembre 1913, vous pouvez prétendre à un lit réservé. Enfin, 1er août 1963, un décret qui réunit à Lyon la commune de Saint-Rambert-l'Île-Barbe. Démarrons ce voyage sur effectivement Lyon au XVIe et au XVIIe siècle. Depuis la fin du Moyen-Âge, Lyon a donné lieu à... Lyon, ses représentations, ont donné lieu à la production de différentes vues de nature vraiment très fantaisistes, comme ce que vous pouvez voir derrière moi,
la vue de Lyon d'après les chroniques de Nuremberg qui datent de 1493. On retrouve aussi également sur une tapisserie se trouvant à la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais l'histoire fabuleuse des rois des Gaules avec un tableau qui s'appelle Luc douce. Charles Delfonte et Jean Pelletier, dans leur ouvrage sur les plans de Lyon, évoquent que c'est à la Renaissance qu'apparaît une cartographie figurative qui est rendue possible par deux faits essentiels. La redécouverte des œuvres de Ptolémée et l'invention des coordonnées polaires. De plus, la vulgarisation de l'imprimerie, dont Lyon est l'une des capitales, favorise nettement la diffusion des représentations des villes, comme par exemple, et c'est le premier plan que je veux vous présenter, le plan dit scénographique, dressé aux alentours de 1550. Alors, j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, ce document, qui est un document majeur des fonds des archives municipales, mérite que je m'y attarde un peu plus. Pas seulement pour sa valeur historique, pas seulement parce qu'il fait partie des documents phares des fonds des archives municipales, mais aussi, et là c'est une part personnelle tout à fait assumée, parce qu'il dégage une force émotionnelle assez rare et qui permet effectivement d'en saisir toute l'importance. Ce premier plan de Lyon connu est en réalité une gravure au burin qui n'existe qu'en un seul exemplaire conservé ici aux archives, ce qui lui donne la même aura que si le dessin original avait été conservé. Il a été restauré en 1989-1990 et reproduit plusieurs fois, notamment dans un fac-similé établi entre 1872 et 1876 par Séon et Dubouchet. Ce document, alors, je ne sais pas, la numérisation n'est pas forcément de très bonne qualité, mais en tout cas, vous pouvez l'apercevoir à l'entrée des archives municipales. Ce document est en réalité composé de 25 planches. Et il faut savoir que les lacunes que vous pouvez voir sur les pourtours du plan sont probablement le résultat de son détachement par arrachage à sec du châssis sur lequel il avait dû être collé. On ignore à quelle période cela a pu se produire. Chaque planche mesure 34 cm par 44 cm pour un ensemble total d'1,70 m par 2,20 m. Les 25 feuilles sont numérotées à partir du haut, en suivant successivement 5 rangées horizontales. Elles sont numérotées en chiffres arabes, de taille variable. En règle générale, leur emplacement est au centre, voire en bas de la planche. Une seule planche n'est pas chiffrée, la 12. Deux planches ont des chiffres inversés en miroir, ce que vous pouvez voir sur les vignettes derrière moi, les planches 4 et 9. Pourquoi ce cartel vide ? Parce que figurez-vous que ce document présente encore un certain nombre de questions et d'interrogations. Qui en sont les ou le dessinateur et le ou les graveurs ? Ils sont inconnus. Aucune signature présente sur le document ne permet d'identifier le moindre nom. Le commanditaire, là encore, il est inconnu. On ignore complètement les circonstances, l'objectif de création de ce document. On présume que sa grande taille, la complexité des opérations de levée, les techniques de gravure employées laissent à penser qu'il a été réalisé pour un personnage important. Des armes royales suggèrent que cette réalisation était peut-être pour le roi de France, mais sans aucune confirmation. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun document d'archives à ce jour ne vient apporter une réponse claire et que les actes consulaires, à savoir l'ancêtre des délibérations du conseil municipal actuel, ces fameux actes sont muets à ce sujet. La date, le plan n'est pas daté. Alors on le dit de 1550, c'est une information qui est reprise un certain nombre de fois, puisqu'effectivement un des éléments qui permet sa datation est la présence sur la presqu'île du jeu de paume, dont on sait là, de sources sûres, qu'effectivement il est construit en 1548. En fonction des éléments présents sur le plan lui-même, les études historiques, et notamment celle de Jules Grisard en 1891, ont pu établir qu'il restitue l'image de Lyon grosso modo entre 1544 et 1553. Bernard Gauthier, en septembre 2010, affirme lui aussi cette date de 1544 et se base pour cela sur l'étude de plan de Lyon trouvée à Turin et des travaux que montre le plan scénographique comme le Porche de Saint-Nizier. Ce plan offre bien évidemment énormément d'intérêt. Sa rareté,
sa représentation extrêmement concentrée de la ville au XVIe siècle, les aspects de la ville et les aspects des vies qu'il illustre, d'où son titre de plan scénographique. Il inaugure en vrai une génération de documents qui vont associer la représentation des lignes et des surfaces avec celle des volumes. Et c'est ce que vous voyez sur cette vignette derrière moi. On a bien effectivement le tracé d'une voie, mais derrière les immeubles sont projetés. On peut y voir la végétation, le mobilier urbain, les édifices. Et on peut facilement constater la précision très remarquable pour l'époque et de reconnaître des noms de rues existants encore aujourd'hui, ce qui donne, à mon sens, à ce document un grand pouvoir d'évocation. Vous voyez derrière moi la rue Mercière, la maison de la Pardieu. On rencontre sur ce plan 4 types de sujets représentés: les constructions, la nature, la vie humaine et animale, et les allégories. La nature, avec scène de vie de chasse sur les coteaux de la colline de Fourvière. Scène de vie encore sur ces 2 personnes qui se promènent, sur les édifices existants, le collège de la Trinité. Et désolé pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu présenter le plan scénographique une première fois, 2 éléments pour toujours vous dire qu'il faut retourner aux sources, que les sources doivent être critiquées. 2 représentations, le plan scénographique du XVIe, le plan scénographique du XIXe, revu par Séon et Dubouché, avec quelques erreurs, quelques appréciations différentes. 2 scènes principalement. La fameuse scène de chasse où on voit un chien courir après un cervidé qui se transforme au XIXe siècle en une espèce de lion, de chat, je ne sais pas trop. Et l'autre scène qui effectivement, moi, me fait sourire à chaque fois sur les questions de censure. Dans un clos à Saint-Barthélemy, 2 amoureux en train de s'ébattre sous un arbre. Où sont-ils au XIXe siècle ? « 1572. Nouveau plan, le plan dit Lugdunum, par Braun et Hogenberg. Ce plan est dans la lignée du plan scénographique. Effectivement, il faut savoir que dès la fin du XVIe siècle, le plan scénographique va être reproduit, réduit un certain nombre de fois. C'est la première fois qu'il l'est en 1572 par Georges Braun, un géographe, dans un ouvrage qui s'intitule « Le grand théâtre des cités du monde », dont le premier tome paraît effectivement cette année-là. Ceci étant, il en diffère par bien des aspects. L'emploi des couleurs, le rouge pour les toits, le vert pour la végétation, le beige pour les façades, le bleu pour les eaux, qui vont lui donner un caractère complètement original et plus contemporain. À noter les ouvrages fortifiés qui ont toujours une part prédominante. Ceci pose effectivement la question de l'enjeu en termes de levée de plan, effectivement, et des intérêts par rapport à ces documents, ce que rappelait Olivier Zeller dans son introduction. Zone de fortification au-dessus de Fourvière. Et bien évidemment, ce qui va prédominer dans ces plans, dans ce plan-là, ce sont bien évidemment les édifices religieux qui émergent et qui prédominent clairement. Saint-Jean, Saint-Étienne, Sainte-Croix, Saint-Nizier et bien évidemment aussi l'ensemble des couvents, ici présentés, les Cordeliers. « 1659 » mais aussi 1714. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce plan a été réédité. L'édition que je me propose de vous présenter est celle de 1714. Les archives municipales de Lyon ne conservent pas d'édition originale du plan de Simon Maupin, dite description naturelle de la ville de Lyon et paysages alentour d'Issel. Simon Maupin est un voyer de la ville, donc qui est effectivement quelqu'un qui est chargé de la voirie depuis 1637. Et pour dresser ce plan, il reçoit effectivement un mandement de la ville, mandement qu'on retrouve dans un acte consulaire
en cote BB 314 qui indique la chose suivante. Pour le sieur Maupin, voyer de la dite ville, de la somme de 100 livres en reconnaissance des vacations et peines qu'il a eues pour avoir fait le dessin et inscription au naturel de cette ville de Lyon et des paysages autour d'Issel, et qui a été dédié au consulat. Une fois encore, ceci permet de contextualiser. Simon Maupin ne dresse pas un plan pour son simple plaisir ou pour effectivement indiquer une situation géographique, c'est une commande politique. En matière de cartographie, la figuration de ce plan est assez curieuse parce qu'elle unit à la fois toujours le côté scénographique, c'est-à-dire que vous allez voir des immeubles en 3 dimensions, et puis bien évidemment un côté géométral parce que l'assiette de la ville est rapportée, notamment sur les questions des rues et des chemins. Une fois encore, c'est un plan qui a un certain nombre de renseignements, une profusion de renseignements sur les églises. Saint-Nizier, toujours avec sa seule tour. Mais aussi et également le pont de la Guillotière, avec son pont-levis. C'est un premier plan qui va permettre aussi quelque chose de commun aujourd'hui, un répertoire qui permet, à l'aide d'une numérotation, un grand nombre d'items sur les places, les ruelles, les quais, les ports de la ville de Lyon, et également les principales congrégations et monastères de la ville de Lyon. Ceci étant, ne vous imaginez pas un système cartographique vous permettant une localisation fine. Il faut effectivement errer dans le plan pour repérer tel ou tel numéro présenté dans ce fameux répertoire. Première vue que je me propose de vous présenter pour terminer cette présentation des plans de Lyon au XVIe et XVIIe siècle. La vue cavalière de la Guillotière, dite aussi vue Verdier, plan Verdier, du nom de son auteur. Cette première vue, elle est intéressante parce qu'effectivement, elle vous montre Lyon en fait d'une manière inattendue. Alors là, j'ai fait un zoom, donc effectivement, on distingue bien la ville, ses remparts, son pont, son deuxième pont et sa partie centrale. Mais en réalité, ce n'est pas l'objet de cette vue. Henri Verdier a été nommé le 16 février 1693 peintre ordinaire de la ville, et effectivement, il reçoit commande du consulat pour représenter le mandement de Béchevelin, situé sur la rive gauche du Rhône, donc sur l'actuelle Guillotière. La vue est prise à l'aplomb du domaine de Vinatier, et elle met en évidence effectivement la convergence des routes dauphinoises dans la direction de Lyon. C'est la première fois qu'on va commencer aussi à parler de vue à vol d'oiseau. Pour moi, ce document est effectivement très intéressant parce que sa représentation ne donne pas à voir la ville, mais on donne à voir effectivement ses propriétés. Changement de siècle, le 18e. Les cartes et plans vont gagner en précision en raison des progrès dans les systèmes de projection, dans les progrès en mathématiques appliquées. Les représentations sont de plus en plus souvent signées, dédicacées à des grands personnages de l'Ancien Régime. Elles vont s'attacher à rendre compte de volumétrie, d'architecture, de distinguo entre bâtiments publics, de bâtiments privés. Pour mieux montrer, décrire la ville, les auteurs des plans vont compléter leurs dessins de commentaires historiques, de listes de monuments, de représentations qu'ils vont placer dans des cartouches comme le plan de Claude Sérocourt, qui va entourer son plan avec des vignettes représentant les différents bâtiments de la ville. Durant cette période aussi, les cartographes et les dessinateurs, graveurs, multiplient les œuvres d'autant plus aisément que les découvertes des mathématiciens leur procurent des bases scientifiques qui vont faciliter leur travail. La méthode de levée, mise au point pour la carte de Cassini notamment, va être utilisée par les villes. Et les plans vont alors devenir une base matérielle indispensable à tout projet d'agrandissement et d'embellissement, comme vont en témoigner
les plans de Jean-Antoine Morand et de Michel-Antoine Perrache. Alors démarrons ce voyage dans le XVIIIe. 1700. Le plan de Nicolas de Fer, édité à Paris. Ce document marque une rupture dans l'enchaînement des représentations perspectives, puisqu'effectivement, on va abandonner ces vues de bâtiments pour effectivement une approche qu'on connaît désormais un peu plus classiquement aujourd'hui, et va permettre effectivement aussi une plus grande exactitude des localisations des pans des éléments qu'on pourrait qualifier de plus pittoresques. Pour la première fois, et c'était l'objet de ma vignette précédente, pour la première fois, longitude, latitude de la ville sont indiquées. On a également affaire à un travail d'exactitude sur un certain nombre de points de représentation, comme par exemple avec la physionomie du pont Saint-Vincent, avec un dos d'âne. La place Bellecour, aménagée, avec sa promenade. Ou encore les remparts d'Enay et les jardins, juste à proximité. « 1720. Nouvelle vue à vous proposer. Une vue célèbre, reproduite un certain nombre de fois, grande gravure, un véritable chef-d'œuvre et de technique, de beauté picturale, je crois qu'on peut le dire, le tout représentant une grande exactitude et une grande rigueur dans son lever. C'est ce qu'on appelle la vue d'une partie de la ville de Lyon, dessinée dans la maison de messieurs les chanoines réguliers de Saint-Antoine, et c'est la vue de Cléric. Il s'agit d'un document historique de premier plan, puisqu'effectivement, il constitue avant la lettre un véritable panorama photographique. Il vous permet en outre d'avoir une visualisation de scènes de vie sur les quais, de personnages, de situations, qui permettent aussi de mieux saisir l'ambiance d'une ville. Elle constitue aussi une mine d'informations de moult détails dont le temps malheureusement ne me permet pas de pouvoir rentrer plus que cela, hormis un détail que j'ai choisi et sélectionné. Ce sont les deux arches que vous retrouvez au niveau du pont du Change ou encore le pont de Pierre. Deux arches plus larges. Vous en avez une et puis effectivement ces deux dernières. Importante parce qu'effectivement, c'est celles par lesquelles les embarcations passaient, puisque le lit de la Saône y est nettement plus profond qu'à d'autres endroits. Cette arche la plus proche est également effectivement surmontée de maisons, dont on pourrait se dire que font ces maisons-là. La recherche dans les archives peut vous aider et montre effectivement qu'elles sont occupées par des orfèvres, d'où le nom régulièrement aussi employé pour le pont de Pierre ou le pont du Change, qui est le pont des Merveilles. « 1735. Voici enfin venu le fameux plan de Sérocourt dont je vous ai rapidement parlé il y a quelques instants, qui est un plan géométral. C'est le premier plan géométral de la ville de Lyon, publié en 1735, réédité en 1740 et en 1745. Célèbre à plusieurs titres. Le premier, parce qu'il réside dans la clarté et la justesse de la représentation effectuée, notamment par l'aide d'un père franciscain, le révérend père Grégoire, dont l'ordre a une certaine expérience dans la cartographie. Le second intérêt réside en l'utilisation de vignettes situées sur les côtés du plan et non en surcharge du même plan, ce qui va lui permettre effectivement de gagner en clarté, en précision, en détail. Il permet quand même aujourd'hui aussi, pour nous contemporains, d'avoir une vision du XVIIIe siècle sur un certain nombre de bâtiments avec des relevés plutôt, voire même très précis.
Donc vous avez derrière moi effectivement les aqueducs, deux façades d'entrée sur les Carmélites, l'église des Jacobins, l'église de Saint-Nizier, toujours sans sa tour, et enfin, la façade de l'Hôtel-Dieu. Forcément, on baigne dans un monde religieux au XVIIIe siècle, ce sont les édifices les plus représentés. Mais pas que. L'Hôtel de Ville, bien évidemment, y est représenté. Les ruines du théâtre antique, dans le couvent des Minimes, qu'on aperçoit pour votre information aussi sur le plan scénographique. 1747. C'est un clin d'œil pour Olivier Zeller. Le plan géométral et proportionnel de la ville de Lyon sont désignés ses 28 quartiers ou pénonnages avec 2 tables, le plan de Jacquemin. Il s'agit du premier plan avec un quadrillage côté qui va permettre effectivement de pouvoir se repérer dans l'espace. Vous avez effectivement ici en marge tous les noms de rues, de places. Ici, autre chose, c'est la liste des maisons et des propriétaires, effectivement, dans lesquels étaient déterminées les limites des pénons. Excusez-moi. Donc voilà les cotes. Et puis une petite explication pour indiquer à toute personne qui aurait utilisé ce plan comment il fonctionne. Donc là, il donne l'exemple de la rue Roland, qu'on va bien retrouver à la lettre R et qu'on retrouve juste ici. L'intérêt aussi de ce document, et je l'ai indiqué, c'est effectivement de délimiter les quartiers de limite de défense, de défense de la ville avec les pénons, avec effectivement la liste les limites des quartiers et la liste des maisons et des propriétaires de ces quartiers. C'est un document qui est à rapprocher d'une liasse d'archives absolument. Un plan en tant que tel ne peut se comprendre aussi certaines fois que parce qu'il s'accompagne d'un ensemble documentaire. Et là, pour le coup, la cote en est EE 11. « 1764. On va arriver sur effectivement une nouvelle série de documents qui font évoluer la notion de plan vers quelque chose d'autre. Le plan, jusqu'à présent, était soit un état représentatif, soit un constat. Désormais, le plan va devenir outil d'urbanisme. Le premier plan que j'ai souhaité vous présenter ce soir, c'est ce qu'on a assez souvent indiqué comme étant certainement le premier plan d'urbanisme de la ville de Lyon. C'est le plan Morand, ou encore ce qu'on appelle projet d'un plan géométral de Lyon en 1764. On réduit beaucoup trop souvent le projet de Jean-Antoine Morand au quartier des Brotteaux. Alors, oui, je ne vais pas vous mentir, effectivement, la partie majeure de ce document est bien l'édification sur la rive gauche du Rhône d'un nouveau territoire pour permettre aux habitants de la ville de pouvoir s'étendre, puisqu'effectivement la ville de Lyon commençait à être un peu à l'étroit sur cette période-là. Mais c'est surtout un document qui permet d'avoir une vision plus globale de la transformation de la ville, puisqu'effectivement c'est la ville tout entière qui peut s'inscrire dans un cercle dont le centre était l'église Saint-Nizier. J'ai parlé effectivement de la création du nouveau quartier des Brotteaux, mais il y a, et ce que vous pouvez voir sur le côté de l'aménagement, la création d'un canal pour permettre effectivement déchargement aisé des marchandises, démolition de maisons, notamment sur les quais de Saône, mise en place et création de ports pour les bois et pour les pierres de taille, ce que vous pouvez voir juste ici. Les avantages du plan Morand présentent surtout un intérêt aussi, c'est que on a un descriptif. Morand dresse en 16 rubriques ses travaux de manière assez fine pour permettre à toute personne d'en saisir
l'opportunité et d'en comprendre le sens. La certaine modernité, elle est en quoi? Elle est en ce qui concerne les rubriques qu'il indique sur la qualité de l'air, voire sur la salubrité. La création du canal, elle n'est pas non plus uniquement que pour des questions éventuellement, je veux dire, de commerce et autres déchargements. Elle est aussi là pour permettre une évacuation des eaux de manière plus aisée. Que serait Morand si on ne parlait pas de l'autre urbaniste de son temps, Michel-Antoine Perrache, avec un projet ici présenté qui date de 1774, qui est son fameux projet pour la partie méridionale de la ville de Lyon, et donc, pour rappel, l'extension au sud de la ville d'un territoire gagné sur les eaux de Brotteaux, de Marécage et d'une île, l'île Monia, de quasiment 2 km. Ce plan, pour moi, présente un double intérêt. D'abord, effectivement, il y a des annotations manuscrites dont elles ont été attribuées peut-être à la main de Perrache, mais permet surtout la juxtaposition de deux ensembles, un état passé et un état en cours de constitution. En cours de constitution, en quoi? C'est effectivement la création du fameux canal que vous voyez ici, alimenté par une gare d'eau, canal qui devait alimenter des moulins répartis de part et d'autre sur son fil. Intérêt aussi de cette superposition, c'est la chaussée Perrache qui se retrouve réalisée. Et puis, malheureusement, si on le distingue juste ici, la création d'un pont pour rejoindre la commune voisine de la Mulatière. Ironie de l'histoire, et j'aime assez souvent à le répéter, le projet de Michel-Antoine Perrache réussira, mais sur la partie qu'on connaît le moins, c'est effectivement l'aménagement, le lotissement, la construction d'un certain nombre d'îlots d'habitation pris sur le nord, ici, alors qu'on retient surtout la presqu'île Perrache sur cette zone-là, qui, pour le coup, effectivement, n'aboutira pas. Autre élément, on ne parle pas de quartier Perrache, on parle d'un quartier Morand. Et pour autant, effectivement, Morand ne verra jamais la réalisation de ses projets. Le 19e siècle. À partir de ce moment-là, effectivement, on va entrer dans une ère de progrès. Les développements scientifiques aident à de meilleurs relevés. Et puis en termes de cartographie, c'est l'invention de moyens d'expression du relief. Les courbes de niveau font leur apparition. Les hachures aussi vont permettre à toute personne qui utilise un plan, qui lit un plan, de pouvoir se repérer dans l'espace et d'avoir une idée plus ou moins juste, effectivement, du territoire et de sa géographie. On est en 1814. Le plan retenu pour démarrer ce voyage au XIXe siècle est un plan géométral de Louis-Benoît Qualet qui date de 1814. C'est un plan dont on connaît plusieurs alors, je dirais pas plusieurs éditions, en tout cas plusieurs levées, puisqu'effectivement, il peut figurer assemblé sur une taille absolument conséquente, puisque la photographie que vous voyez derrière moi est une photographie qui date, puisqu'elle remonte à la fin des années 1990, au moment où les archives municipales de Lyon préparaient leur exposition sur les plans généraux de Lyon, Forma Urbis, et que pour présenter ce plan, en tout cas sa version photographique, le photographe de l'époque, Jacques Gastineau, n'avait pas eu d'autre moyen sur les murs de l'archevêché que de pendre le plan pour avoir suffisamment de recul pour le photographier. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas pu numériser le plan que je vous présente derrière. Il est intéressant surtout parce qu'effectivement, il est composé d'atlas et de plans à l'unité, et ce qui me permet quand même de pouvoir un peu plus vous montrer la qualité des relevés. Ce plan, c'est un assemblage de 12 feuilles au 1/900e
qui est la restitution des notes prises effectivement par Qualley sur le terrain entre 1808 et 1818. Il faut savoir que la notion d'alignement, c'est-à-dire la position des immeubles par rapport aux voies, elle est très ancienne. Et sa fixation par les autorités servait de permis de construire. La notion de permis de construire, pour rappel, est très contemporaine, puisque cette typologie documentaire est aussi très présente aux archives municipales de Lyon, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des autorisations pour construction neuve juste avant, sur le courant du 19e, puis avant, effectivement, ce qu'on va appeler des arrêtés d'alignement, des autorisations d'alignement. Ces plans-là permettent effectivement à la municipalité, à ses services, de pouvoir avoir un plan géométral avec nivellement des voies publiques, alignement arrêté et ce qu'on peut voir sur le plan derrière moi, des projets d'embellissement. Vous êtes effectivement là sur la presqu'île. L'Hôtel-Dieu est juste là, vous avez la place des Célestins et vous avez effectivement des premières projections de percement de rue, d'aménagement de quai. Là, vous êtes au niveau des Cordeliers de l'église Saint-Bonaventure qui commencent à être repérés. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces plans, c'est que Lyon a été un peu pris entre deux feux. Effectivement, en 1808, Napoléon a décidé de codifier cette procédure d'alignement et ordonne la confection de plans d'alignement pour les grandes villes. Les municipalités ne vont absolument pas se précipiter pour le réaliser. Il faut savoir que ce plan-là, dressé suivant la décision de Napoléon, n'apparaîtra à Lyon qu'en 1840. Et donc, effectivement, la ville a anticipé d'une certaine manière cette obligation-là, mais avec des choses qui n'étaient pas forcément demandées. C'est le premier plan général à grande échelle. Autre vue, vous êtes un peu plus au nord de la presqu'île, vous avez pour point de repérage l'hôtel de ville qui est juste ici, l'actuel musée des Beaux-Arts, l'actuel lycée Ampère. « 1822, nouveau plan géométral. Avec ce plan, c'est une longue série de plans qui va être dressée par un ingénieur géographe qui s'appelle Laurent d'Ignacio et son fils qui vont démarrer pour 50 ans. C'est le premier plan qui va dresser une facture encore peu élaborée et qui s'inspire, comme vous pourrez le voir, effectivement ouvertement des quelques plans du XVIIIe siècle que j'ai pu vous présenter. Pour moi, son intérêt, il est ailleurs. Il est ailleurs à deux titres. Le premier, c'est la petite vignette que je vous ai représentée, puisqu'effectivement, il réutilise, on est en 1822 une fois encore, les cartes, la carte de Cassini. Et surtout, 1822, c'est un des derniers états de la ville qu'on est avant les grandes transformations qui vont rapidement intervenir durant le XIXe siècle. On peut noter deux éléments assez conséquents. Effectivement, la presqu'île Perrache complètement à l'abandon, occupée par des jardins, des cultures, où l'on discerne encore quand même les fantômes de la gare d'eau et du canal des Moulins. Canals qui ont été comblés, canaux qui ont été comblés, et notamment présence de végétation à l'identique de ce qu'on peut retrouver sur la chaussée Perrache. Du côté Morand, on a encore un plan à damier qui n'est toujours pas fini. Il convient aussi, surtout, moi je trouve, de noter encore dans cette ville les espaces vides. Les pentes de Fourvière, la Croix-Rousse, qui sont couvertes de vignes, de végétation. Nouvelle vue pour le XIXe siècle, entre 1844 et 1848, puisqu'elles ne sont pas datées. C'est ce qu'on appelle le voyage aérien en France. C'est la ville de Lyon qui est représentée. Et en fait, c'est une double vue. Une vue prise de la Guillotière et une vue prise de la Croix-Rousse réalisée par Alfred Guédon, que je me propose de vous montrer. La vue prise en direction du nord, une gravure qui a été apparemment faite à la verticale du fort de la Motte, donc justement en direction de la Croix-Rousse sur le fond,
On aperçoit l'hôtel de ville, l'église Saint-Nizier, la place Bellecour, mais je note surtout la rive gauche. Absolument pas construite, avec effectivement un fleuve qui peut aller et venir à sa guise. La vue inverse, prise en direction du sud, à la verticale des fortifications de la Croix-Rousse qui montent toute l'étendue de la ville jusqu'à la pointe du confluent. La présence du Champ de Mars, de la gare d'eau, des premières usines, avec en vis-à-vis effectivement tout le territoire de l'actuel Gerland. « 1847. Un des plus connus d'un duo assez célèbre dans la cartographie lyonnaise, d'Ignacio et Rambliewski, deux ingénieurs géographes. Un plan qui va déborder dans son extension spatiale les seules limites de la ville et de sa partie centrale, tout simplement parce qu'il est commandé par le Conseil général du Rhône. Ceci étant un immense intérêt parce qu'on va commencer à voir apparaître la Croix-Rousse, jusqu'aux limites de Caluire, de manière très précise. Gerland, et bien évidemment les abords de Villeurbanne aussi. C'est un plan extrêmement précis au niveau de ces informations, notamment par la représentation du relief par des hachures. Les détails, zones bâties, édifices isolés, cultures, alignement d'arbres sont parfaitement lisibles et ça c'est notamment grâce à la qualité de la gravure. C'est ce que vous pouvez voir juste derrière moi sur les pentes de la Croix-Rousse. Pour celles et ceux qui auraient du mal à se représenter, vous avez la ceinture de fortification actuelle boulevard de la Croix-Rousse. Donc on distingue bien les coteaux avec effectivement des traits hachurés. Sur les pentes, vous avez ici les Chartreux. Un seul bémol, ce qu'on peut voir un peu plus sur cette vignette-là, c'est les forts, qui sont blancs. Aucune représentation, alors qu'à l'identique, vous avez un bâti plutôt précis au niveau de ses levées. C'est un document majeur dans la cartographie lyonnaise parce qu'en fait, il va servir de fond de plan pour de nombreux travaux du service de la voirie de Lyon. « 1866. Comme le plan scénographique, peut-être un des plans sur lequel je vais m'arrêter un peu plus. C'est le plan général de la ville de Lyon, un 500e, élaboré par le service vicinal ou encore le service de la voirie. Cet ensemble qu'on appelle communément les plans parcellaires, que je sais que parmi vous, certaines utilisent allègrement pour leurs études historiques, est certainement, je pense, un des documents cartographiques le plus consulté parmi les représentations générales du tissu urbain de Lyon. Ce sont tous 604 secteurs. Alors, je suis désolé, effectivement, 604 secteurs au 1/500e. Vous imaginez la représentation que cela fait, qui ont été levés et dressés entre 1861 pour les premières tentatives jusqu'en 1995. Chaque parcelle du plan au 1/500e fait 15 hectares environ. Une des richesses de ce document, c'est effectivement le fait que pour chaque secteur, plusieurs plans sont disponibles à des dates différentes. Ce sont en tout 3050 plans qui sont conservés aux archives municipales de Lyon, complétés par des cahiers comprenant des états indicatifs qui malheureusement sont partiellement conservés puisque sur les 604 cahiers qu'on devrait avoir, seuls 473 ont été conservés. Alors je ne vais pas, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, je ne vais pas vous faire grâce de vous montrer les 604 plans. J'en ai retenu un seul, un peu symbolique, un peu systématique, pour vous permettre de voir un peu l'évolution que peut montrer cette série de documents. C'est un plan qui zone sur la place d'Arsonval, avec effectivement l'actuel hôpital Édouard Herriot.
que vous avez juste ici, le cours Albert Thomas, le boulevard Jean 23, et nous sommes sur un plan qui a été levé en 1978. Pourquoi est-ce que cette série de documents est appréciée? Parce qu'effectivement, c'est la multitude des détails qu'il comporte, étant donné sa grande échelle, et qui permet, bien évidemment, d'avoir la représentation de différents objets urbains que sont les trottoirs, les fontaines, les kiosques, les immeubles qui vont jusqu'à les escaliers des maisons, escaliers extérieurs bien évidemment, et puis surtout éventuellement effectivement le nom de leur propriétaire. Alors malheureusement, on voyait peut-être mieux ça sur cette première vignette avec l'exemple de notre bâtiment actuel, le centre de tri postal, l'ancien centre de tri postal, qui auparavant était composé de plusieurs bâtis détruits avec le nom des propriétaires. Ces plans sont extrêmement précieux parce qu'effectivement, comme je vous l'ai indiqué, ils ont été révisés à plusieurs périodes, à des dates irrégulières. Et voici par exemple, pour la même zone, faite en 1978, celle de 1911. Pour vous repérer, Édouard Herriot est quelque part par là. Intérêt, donc je parlais éventuellement effectivement des informations. Vous avez aussi les lignes de transport en commun, ici la présence des tramways. Et puis, chose intéressante, sur cette planche-là en tout cas, vous avez la représentation ici en bleuté de points d'eau qui sont, quand on regarde la composition des parcelles, des mares ou des étangs d'agrément. Cette série de plans sera remplacée à la fin des années 1990 par un plan entièrement informatisé établi par la communauté urbaine de Lyon. Le plan 1/500e que je viens de vous présenter n'est donc plus mis à jour et la dernière levée a été effectuée en 1995. Cette série de documents a été entièrement numérisée par le service des archives municipales au début des années 2010 et rend, je le sais, de nombreux services aux géomètres, aux experts, aux architectes, aux notaires, aux particuliers, aux étudiants, aux enseignants qui se sont servis, qui se servent et qui, je pense, se serviront encore longtemps de cette série de documents. Pour moi, ça illustre aussi une entreprise monumentale, à très long terme, qui reste un exemple de la volonté municipale lyonnaise de créer et de maintenir un outil indispensable pour la gestion de sa voirie, pour la gestion de son espace. « 1880, un plan plutôt anecdotique qui est un nouveau plan illustré avec tramway, établi par Philippe Sapin. Philippe Sapin était un directeur d'une agence de publicité, directeur de l'agence de publicité universelle. Et pour le coup, on retombe effectivement sur la droite ligne des représentations antérieures par une orientation ouest-est et l'absence de partie orientale et méridionale de la ville. Il a surtout différents avantages, et celui aussi de me permettre de pouvoir vous parler rapidement de quelque chose que vous attendiez peut-être, qui sont effectivement les grands travaux de percement du milieu du 19e siècle, qui permet comme ça d'apercevoir la rue de la République, la rue de l'Hôtel de Ville, désormais percée dès 1880, mais quand je vous parlais effectivement de certaines représentations antérieures, vous allez avoir ponctuellement quelques édifices représentés, ici la statue de Louis XIV, place Bellecour, l'Hôtel-Dieu, le Palais du Commerce. Il montre, ce que vous pouvez voir aussi de l'autre côté, sur l'autre vignette, c'est le percement de nouvelles voies sur la rive gauche, comme l'avenue de Saxe. Pour moi, il montre aussi un autre intérêt, c'est le développement des systèmes de transport. Pour la première fois, on voit apparaître sur un plan global d'ensemble les lignes de tramway qui, à cette époque, sont toujours tirées par des chevaux, puisque l'électrification interviendra à partir des années 1890. Présente aussi, donc, c'est les lignes rouges, et présente aussi quelque chose d'intéressant, c'est les lignes de bateaux en termes de transport en commun, avec ces fameuses lignes de pointillés qui font des sauts de puce avec des haltes fluviales. XXe siècle. Je n'ai pas choisi comme première vignette un extrait d'un plan, un morceau d'un plan de cette période-là. Parce qu'effectivement, l'évolution de la cartographie continue de s'accélérer, notamment après la Seconde Guerre mondiale,
en raison de la reconstruction, du développement économique, de l'urbanisation. Mais qu'on assiste aussi désormais à la mise en place de nouvelles techniques permettant des relevés fins et à une approche plutôt fine de la réalité spatiale, que sont les photographies. Et là, vous avez l'exemple donné sur la vignette d'un cliché réalisé par les studios Villeurbanne en 1950 qui vous montre effectivement le Rhône avec Lyon. Et pour vous repérer, vous avez les différents ponts. Et puis là, vous partez sur le quartier Groslay. Aussi, j'ai choisi non pas de commencer par un plan ce siècle, mais de commencer par une photographie aérienne en 1931. C'est l'Atlas photographique du Rhône et notamment une feuille en particulier, la feuille 53, réalisée par un capitaine, un militaire, Fleury Marius Sèvres, qui sera plus tard conseiller municipal à la ville. Il faut savoir qu'en 1924, une commission, la commission des études rhodaniennes, entreprend de réaliser et de publier un atlas de photographie assemblé pour représenter le cours du Rhône de la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée. Il n'y aura qu'un seul tome qui, chance pour nous, s'arrête à Lyon. Publiés en sépia, ils sont remarquables de précision. Alors, malgré leur échelle variable, et là c'est ce que vous pouvez voir effectivement sur la vue représentée derrière moi, il y a une absence de redressement aussi. Bref, on en est au tout début de la photographie aérienne, mais ceci étant, les détails de la partie centrale de la ville présentée sont clairement visibles, que cela soit le cours de Verdun, la place Carnot, la place Bellecour, mais également de manière plus fine, les piles du pont de la Guillotière. Il faut attendre 1945 pour avoir une couverture aérienne d'ensemble du Rhône. Ça sera une couverture réalisée par l'IGN. Je ne vais pas plus loin dans le temps, je saute une année, 1932. Les cartes industrielles de France, le Rhône, où vous voyez présenter en extrait la légende de la fameuse carte qui référence dans 5 catégories industrielles pas moins de 90 branches différentes. Autant vous dire que d'un point de vue de cartographie, cela présente un souci de lisibilité. C'est là où on commence à rentrer effectivement dans des cartes plus thématiques, plus informatives, qui vont essayer de donner un état d'une situation. Et là, typiquement, bien que s'appelant carte du Rhône, vous voyez bien que l'enjeu majeur de cette carte, ce n'est pas le Rhône, ce n'est pas le département, c'est bien évidemment la ville, puisque le département n'est représenté qu'ici, en tout petit. L'intérêt, c'est quoi ? C'est forcément effectivement de voir les différents secteurs industriels, métallurgie, mécanique, qui s'affirment comme des secteurs dominants situés à l'est de Lyon, notamment aussi à Villeurbanne. La chimie, avec le quartier de Gerland. Le secteur textile, situé dans tous les quartiers de la ville. Ou encore aussi celui du meuble, de l'ébénisterie dans le quartier de la Guillotière. J'ai choisi un exemple en particulier. Oui, il faut avoir de bonnes lunettes. J'ai choisi un quartier en particulier parce que, là encore, ça permet aussi de travailler sur les représentations. C'est le quartier des Brotteaux. C'est le quartier du 6e arrondissement, puisque vous êtes sur une zone comprise entre le cours Lafayette et le parc de la Tête d'Or. Vous voyez la multitude, le foisonnement d'usines, d'entreprises, de portée générale sur un quartier que pour autant on s'imagine être un quartier de réputation résidentielle. Allez, je ne m'éloigne pas encore trop. 1935. Le plan général de la commune de Lyon et des améliorations projetées pour son extension, ou encore appelé le plan Chalumeau. C'est un plan qui a été réalisé par un ingénieur, directeur général des travaux publics et de la voirie de la ville de Lyon, qui s'appelle Camille Chalumeau. Né en 1879, il est ingénieur à l'École centrale des arts et manufactures de Paris et il est nommé dès le 22 février 1910 directeur de la voirie municipale. Il sera en poste jusqu'au 23 octobre 1940.
Ce plan a été exécuté dans le cadre d'une loi sur les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension et indique donc les projets pour les grands axes périphériques ainsi que les voies publiques permettant de rejoindre ces différents périphériques au centre de la ville. Et donc c'est ce que vous voyez en couleur marron. Qui maille progressivement la ville. Moi, je l'ai trouvé plus intéressant à différents titres. D'abord parce qu'il vous permet aussi de vous projeter sur des réalisations qui vont être effectuées suite à ces travaux. C'est le tunnel de la Croix-Rousse. C'est aussi la réalisation du port Édouard Herriot. C'est des choses plus anecdotiques qui peuvent aujourd'hui prêter à sourire. C'est un boulevard en corniche sur Fourvière qui devait relier l'ancien fort de Pierre VI jusqu'à Saint-Irénée en passant par Saint-Just en faisant une boucle. Et autre intérêt aussi, ce que vous pouvez voir juste en dessous du nom La Sarraz, sur une forme étoilaire, c'est un tunnel à 3 branches qui devait relier le bas de la montée de Choulan, le quartier Champvert et le quartier Saint-Paul. Bien évidemment, ces 2 projets, et le boulevard en corniche et le tunnel à 3 branches, n'ont pas été réalisés. « 1974. Oui, je sais, j'ai fait un bond. J'ai sauté la Seconde Guerre mondiale, mais qui effectivement n'apporte pas grand-chose en termes d'évolution. Vous êtes en présence, alors ça les archivistes aiment beaucoup, c'est ce qu'on appelle un acronyme, le SDO, le SDAU de Lyon, savoir schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, réalisé en 1974 par Charles Delfante. Et là, on commence à se projeter sur quelque chose qui devient de plus en plus complexe, effectivement. Ce schéma directeur, c'est un outil de planification urbaine qui dresse, pour un horizon temporel défini de 25 ans approximativement, les grandes lignes du développement intégré des agglomérations urbaines et de leurs zones d'influence directe. La ville, désormais, n'est donc plus objet de plan de décision. C'est l'agglomération qui devient effectivement l'enjeu des aménagements. Ce schéma de planification qui vous est présenté, alors, avant de continuer, quand même, notez la chose, c'est que ça concerne l'agglomération. Pour autant, le titre de ce plan est bien SDAU de Lyon. Alors que, pour rappel, 1966-1969, la communauté urbaine de Lyon est créée. Ce schéma de planification, disais-je, a été réalisé par effectivement 2 acteurs principaux, l'État avec la direction départementale de l'équipement du Rhône et l'atelier d'urbanisme de Charles Delfante. Mais en réalité, ce n'est pas 1974, c'est dès la fin des années 1960 que commence à se planifier ce travail-là. Il ne sera finalisé qu'au tout début des années 1970 et son approbation n'aboutira qu'après une longue et laborieuse étape de validation en 1978. La crise pétrolière arrive, elle marque la fin des 30 Glorieuses. Les prévisions, les mesures préconisées dans le plan qui vous est présenté sont donc désormais obsolètes. Ainsi se termine cette rapide évocation de l'évolution urbaine de Lyon à travers ses principaux plans. J'espère que le temps passé ensemble vous aura permis de découvrir ou peut-être de redécouvrir quelques documents conservés dans le fond de mon service. À travers ce voyage, vous aurez noté, j'imagine, les évolutions techniques relatives à l'établissement des plans. Elles sont frappantes, je trouve, quand on fait passer de la déformation encore visible d'une vue perspective, comme celle que vous voyez derrière moi avec le plan scénographique, à des précisions extrêmes des plans des années 1970. La représentation d'un lieu, d'une ville en particulier, hésite au XVIe siècle encore entre la vue perspective, qui est facile à appréhender, et la projection géométrique, puis vous l'aurez vu, le plan géométral s'impose. Au-delà de ça, l'évolution du dessin,
des enluminures, des lavis, des gravures au tout début de la période, jusqu'à désormais un document multi-reproduit. Et je n'ai pas évoqué devant vous effectivement l'évolution dans les techniques de levée. Il y a également une évolution dans le changement du contenu. Le plan de la ville n'est plus seulement un constat de l'existant, il devient également un document qui peut fixer un programme réglementaire, un plan d'action, un plan d'aménagement, un plan de défense. Toute médaille cependant a son revers. C'est vrai que les représentations informatiques actuelles de la ville perdent certainement, je trouve, de ce contenu un peu symbolique, de cette sensibilité que peuvent avoir ces plans anciens, voire peut-être de leur poésie, je ne sais pas. Qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de voir le talent d'un dessinateur, la finesse d'un graveur, qui pouvait donner, je pense, à ces plans une âme. Une ville figurée pouvant apparaître humaine, vivante. L'outil informatique permet de gagner du temps, permet d'aller vite, permet un accès à l'information aisé, bien évidemment. Mais que garderont-ils de leur époque de production ? Les clins d'œil que j'ai souhaité faire également avec quelques vues n'étaient pas qu'anecdotiques. En effet, les cartographies, les progrès de la cartographie ne doivent pas laisser ignorer aussi la très grande variété des portraits de la ville qui utilisent des techniques nouvelles. L'imprimerie va fournir dessins, estampes, gravures de paysages urbains. Puis la photographie va alors supplanter le dessin en raison de deux qualités essentielles, l'exactitude, la rapidité d'exécution. C'est pour ça que j'ai souhaité vous présenter, pour terminer, effectivement, deux vues tirées de panoramas lyonnais d'importance. La première, un panorama daté approximativement de 1857, dit panorama Baumers, qui fixe sur la pellicule pour la première fois la rive gauche du Rhône au niveau du pont de la Guillotière. Alors, ce n'est qu'un extrait, hein. Là, il n'y a que 3 vues de représenter. Il faut savoir que l'ensemble est composé de 15 vues qui s'associent, fait sur un support particulier qui est ce qu'on appelle un calotype, à savoir un négatif sur papier, réalisé donc par une personne, vous l'aurez compris, nommé Baumers, François Félix Baumers, qui était chirurgien à l'Hôtel-Dieu et qui, s'adonnant à la photographie, n'a rien trouvé de mieux que photographier les terrains que les hospices présentaient au-delà du Rhône et qu'il avait juste en face de son bureau. Là encore, aujourd'hui, on s'imagine effectivement qu'il aurait peut-être eu, la volonté de fixer pour la postérité l'image de ce qu'il avait sous les yeux. Nul ne le doute, et il y a fort à parier que ce n'était pas le cas. On imagine plus volontiers qu'il n'a pas réellement choisi ce lieu, qui pour autant est l'un des plus anciens panoramas lyonnais connus. 1869, une vue du panorama dit d'Armbruster. Armbruster, entré à l'école des Beaux-Arts de Lyon, devenu photographe qui s'installe en 1859, place Croix-Paquet, au 11 plus précisément de la place Croix-Paquet, et du haut de cet immeuble va fixer sur la pellicule un panorama absolument splendide de la ville de Lyon, dont la vue que vous voyez ici présentée vous montre l'actuelle rue de la République. Alors, juste pour point de repère, le dôme de l'Hôtel-Dieu, le toit de l'Opéra, les 2 toitures de l'Hôtel de Ville, et puis vous avez juste ici le Palais du Commerce. Les progrès de la photographie, des procédés de duplication vont permettre aussi l'apparition et la diffusion d'un autre support qui est la carte postale, qui va connaître un grand succès dans les années 1900. Et il me semble que ces documents permettent la représentation de toutes les facettes d'une ville et de sa manière d'y vivre. Peut-être d'ailleurs, et j'en terminerai par là, que cela pourrait faire l'objet d'une autre intervention. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci, cher monsieur, pour nous avoir fait voyager pendant plus de 450 ans d'histoire en l'espace d'1 heure. Alors, je salue tout d'abord le caractère parfaitement
pertinent de la sélection que vous avez opérée. Et cela donne l'occasion de montrer la signification profonde de plusieurs des plans que vous nous avez présentés. Alors, j'ai pris quelques exemples au hasard. Tout d'abord, quand on regarde le plan scénographique, dont nous sommes très fiers à juste titre, eh bien, nous constatons en fait que c'est une représentation très interprétée du bâti de l'époque, c'est-à-dire ça correspond à l'image que l'on a voulu donner de la ville. Quand on confronte le nombre de maisons par îlot, le nombre d'arcs de boutique, le nombre de fenêtres ou l'élévation de chacune des maisons avec ce que les systèmes d'information géographique et historique peuvent nous apprendre, on constate des distorsions. Mais il ne faudrait pas prendre ces distorsions pour des erreurs. De même qu'il existait une poétique du chiffre. Au XVIe et au XVIIe, on vous affirmera de pied ferme que Lyon avait 300 000 habitants. Bon, c'était évidemment une manière d'exprimer la grandeur de la ville sans pour autant chercher une précision quantitative réelle. Donc un contresens à ne pas faire. Cette ville, elle est modifiée essentiellement sous l'action du consulat, mais qui n'a que des pouvoirs extrêmement faibles, puisque sous l'Ancien Régime, il n'existe pas de droit de l'expropriation. Donc pour redresser ou pour élargir une rue, tout ce que peut faire le consulat, c'est de faire céder 1,5 pied, donc nous allons dire 50 cm, aux propriétaires pour élargir la rue, ce qui est vraiment très peu. Et si jamais on exige un recul plus important, eh bien à ce moment-là, il faut l'indemniser, ce dont les finances municipales sont la plupart du temps incapables. Alors, véritablement, vous nous avez parlé à juste titre d'un urbanisme général. La première trace d'urbanisme général, nous la trouvons en 1680, lorsque Camille de Neuville, à la fois archevêque et lieutenant général pour le roi à Lyon, fait venir des spécialistes qui se livrent à des maîtrés et qui, rue par rue, définissent ce que devra être l'évolution des rues, soit en avançant, ce qui est rare, soit en reculant les maisons. Et ce qu'on appelle l'alignement général, eh bien, on ne trouve que sous une forme textuelle. Bon, il est pratiquement évident qu'il a existé au moins des croquis, mais hélas, ils sont perdus. Lorsque vous nous montrez le plan de 1747, bon, ce plan de 1747 ne se comprend que lorsque l'on sait qu'en 1744 et 1745 ont eu lieu des émeutes extrêmement violentes à Lyon, qui ont laissé les émeutiers maîtres de la ville pendant plusieurs jours. Ce fut la grande frayeur des élites, d'autant que les ouvriers en soi avaient tendance à quitter massivement la ville, privant donc les fabricants d'une main-d'œuvre extrêmement précieuse. Eh bien, redéfinir le nombre des quartiers de milice en les faisant descendre de 35 à 28, mais véritablement en fignolant le découpage, un vrai charcutage électoral de notre époque. Eh bien, ceci permet de créer des quartiers socialement homogènes qui permettent de mobiliser efficacement la milice en cas d'émeute. Donc il y a derrière des enjeux de type sociopolitique. Vous nous avez montré également les plans de Morand et les plans de Perrache. Évidemment, ce sont des musts, en bon français. Alors, en ce qui concerne le plan de Morand, il faut recontextualiser cela dans le développement des prémices d'une société des loisirs. C'est-à-dire que, à l'époque où les gens du petit peuple traversent le pont de la Guillotière pour aller jusqu'à Vénissieux, et dans toute la Guillotière, pour jouir d'une convivialité bien pensée dans les multiples cabarets qui existent, eh bien, les bourgeoisies
qui se sont concentrés autour des terreaux, autour du quartier du Plâtre, à partir de 1776, n'ont plus qu'à passer le pont Morand pour trouver un espace qui est un espace ludique. Parce que le plan montre un projet d'urbanisation, mais en fait l'urbanisation a été très lente. Et que trouve-t-on dans ce qu'on appelait à l'époque les brotteaux? On trouve des glaciers, on trouve des cafetiers, on trouve des cirques, comme par exemple le célèbre Franconi, on trouve une école d'équitation pour les jeunes gens de la bourgeoisie, on trouve une très belle loge maçonnique, jadis étudiée par le regretté Paul Feugat, on trouve également des troupes de théâtre amateurs qui se produisent en dehors de la surveillance policière qui règne à l'intérieur de la ville. Donc, c'est un aspect tout à fait fondamental. De même, vous nous avez présenté le plan de Perrache. C'est l'un des multiples plans d'extension de la presqu'île qui ont été publiés au cours du XVIIIe, au moins 5 ou 6 projets. Puisque au XVIIIe, le lotisseur ordinaire, comme rue Thomassin, par exemple, ou rue Néré, c'est-à-dire l'homme qui perce une rue et qui ensuite rentabilise en vendant les lopins en bordure de cette rue, ont cédé la place à de grandes compagnies d'intérêt, généralement parisiennes, de véritables promoteurs, comme c'est le cas pour le quartier Saint-Clair, comme c'est le cas, dans une moindre mesure, pour Morand, comme c'est le cas pour Perrache. Or, l'intérêt... Alors, certains de ces plans voulaient véritablement réformer l'urbanisme lyonnais. Au XVIIIe, on projette, par exemple, de détruire l'église d'Aînés pour en reconstruire une plus petite et mieux orientée qui dégage les perspectives. Véritablement, c'est la politique de la table rase, de la tabula rasa. Le plan de Perrache, lui, c'est un plan parmi tant d'autres. Il est très, 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 très mal reçu par l'Assemblée de notables qui, depuis 1763, a un pouvoir politique fort, plus que consultatif. Le projet est même quasiment abandonné. Il ne reprend force et vigueur que vers 1770. Et s'il passe, c'est parce que ce plan, vous l'avez souligné, offre une réponse à l'un des problèmes majeurs de la ville, qui est le régime irrégulier des cours d'eau, qui sont très souvent en crue ou qui connaissent des glaciations très importantes et qui compromettent la mouture. Comme on ne sait pas conserver longtemps la farine, comme les blés peuvent être conservés au maximum pendant 2 ans, tout arrêt des moulins pose des problèmes d'approvisionnement. Et Perrache vend littéralement son projet grâce à ce canal que vous nous avez montré. Et on pourrait continuer ainsi. Derrière chaque plan, il y a toute une histoire. Alors, sans aucune malice de ma part, ma question. On va essayer d'y répondre. L'histoire, surtout au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, l'histoire de la plupart des grandes villes de l'Europe du Nord-Ouest, c'est plus l'histoire d'un espace bâti organisé autour d'un système viaire. C'est beaucoup plus compliqué que cela au XIXe. La ville devient un espace structuré par des réseaux. Alors, le réseau d'assainissement, et à Lyon, on part de très, 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 très loin. Réseau de distribution d'eau. Là encore, quand on compare à Rouen, nous avons 150 ans de retard. Réseau de distribution de gaz, puisque vers 1840, on a une multiplication de compagnies gazières à Lyon. On pourrait continuer. Réseau de transport en commun. Plus tard, de distribution d'électricité et de téléphone. Mais alors là, ça nous rapproche de nos préoccupations actuelles. Et ma question est, avons-nous un matériel cartographique qui soit spécifiquement dédié à la stratégie de réalisation de ces réseaux et en fonction de quels critères? Alors, je dirais qu'en termes de plans, sur les plans que j'ai pu vous présenter ce soir, qui sont des plans généraux, à ma connaissance, non. Ou alors,
de manière partielle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une information très très fine. Par contre, et c'est ce qu'indiquait Jeanne-Marie Duraud dans son introduction dans Forma Urbis, et dont j'ai repris les propos en indiquant ces chiffres un peu pharaoniques, de dire 20 000 plans cotés à l'unité, plus de 100 000 pouvant se trouver encore dans les cartons d'archives. Il y a de fortes probabilités qu'effectivement on puisse retrouver des informations de type cartographique sur les notions de réseau. Ce qui est sûr, c'est sur effectivement les percements de réseau d'égouts. Oui, c'est des plans qui existent. Maintenant, est-ce que ça va être des plans généraux? J'avouerai que je réserve ma réponse. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est des plans de détail, quartier par quartier, etc. Mais oui, et après, effectivement, on va avoir tout le processus effectivement décisionnaire qui va partir d'une délibération du conseil municipal, enfin même avant les projets des services concernés par la thématique, avec effectivement l'avènement qui est la délibération prise par le conseil municipal et son application derrière. Donc c'est à la fois, je pense, potentiellement des documents qu'on peut trouver en termes de projection et éventuellement d'idées, ce que vous avez pu évoquer sur PRH notamment, dont j'aurais pu aussi choisir un certain nombre de plans reprenant ce principe-là, d'idées, de choses projetées, ce qu'on peut voir avec le plan de Chalumeau par exemple, et de choses qui vont se réaliser. Mais pour moi, je réserve ma réponse en disant qu'effectivement, des plans de détail, oui. Plans généraux tels que j'ai pu vous les montrer ce soir, je dirais que non. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions. Oui. Existe-t-il un plan du projet de Pradel qui était cette sorte de boulevard descendant de la Croix-Rousse, franchissant la Saône et allant vers Saint-Jean, voir le tunnel de Fourvière? Alors, le grand mythe urbain, la grande légende urbaine sur effectivement cette fameuse autoroute, qui aurait entraîné raser le quartier Saint-Jean. Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement sur la presqu'île, on a des plans qui datent effectivement de la période de Chalumeau, avec des entrées de tunnels, avec effectivement une rue de la République qui aurait remonté les pentes de la Croix-Rousse pour arriver jusque sur le plateau. Sur la fameuse question je vais y arriver. Pardon, de la fameuse autoroute, ou en tout cas de voie construite sur la rive gauche, à ma connaissance, il n'y a pas de plan précis. Clairement, il y a des dossiers, oui, puisqu'ils ont été étudiés notamment en histoire de l'art et par un historien, désormais docteur en histoire, qui s'appelle Louis Baldasseroni, sur la question de la voirie. À ma connaissance, et pour l'avoir vu et échangé avec lui régulièrement, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de système de plan. On a quelques représentations, notamment assez souvent sont montrés des projets de marché-gare qui sont en fait juste des concours de projets de sociétés académiques d'architecture, notamment de projets d'embellissement. Voilà. Vous nous laissez en plan? Monsieur? Bonsoir. Est-ce qu'il existe aux archives de Lyon un fonds cartographique du Lyon, mais on va dire souterrain? Parce que finalement, on est resté vraiment à la. Alors, souterrain, mais c'est-à-dire par exemple. Les arêtes de poissons? Ah non, ça, je pensais même. Mais pourquoi pas? Non, surtout les souterrains qui avaient des fonctions par exemple économiques pour stocker du grain, des aliments divers et variés, ou les souterrains peut-être qui avaient des fonctions plutôt de sécurité ou militaire. Non, pas à ma connaissance. Clairement, ça fait partie des mythes qu'on a régulièrement en salle de lecture. Je sais que les quelques habitués que je reconnais dans l'assistance et avec qui j'ai pu échanger. Voilà, moi je sais et suis à peu près sûr que 48 heures après le passage dans la presse ou dans les médias d'un reportage sur effectivement les arêtes de poissons, je vais avoir des personnes qui arrivent en salle de lecture, qui veulent s'inscrire, qui veulent trouver le plan, la preuve comme quoi effectivement il y a bien un réseau de galeries. Il y a des plans qui sont faits actuellement, et notamment par le service des Balmes, qui est un service effectivement qui vise à la sécurité des deux collines, qui ont des plans précis effectivement des galeries, etc. De là, effectivement, est-ce qu'on puisse identifier les fonctions de ces fameuses galeries? Là, c'est un pas que je me refuse de franchir, parce que moi, à ma connaissance, et je dis bien c'est ma connaissance des fonds d'archives, on n'a pas de plan qui permettrait effectivement une identification claire et précise des fameux plans des souterrains lyonnais. Oui. Je ne connaissais pas le plan Pollet. Oui. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait une partie rive gauche qui était. Et non. Et
Et non. Et non, pour quelle raison? On est à Lyon. Lyon paye pour son propre territoire. Elle ne va pas payer pour le territoire du voisin. Donc, effectivement, alors vous avez un plan qui a été fait par Amblier-Ski, mais qui date de 1847, qui est un plan d'alignement, donc qui est bien antérieur au plan de Coilet, effectivement, du début du 19e. Et ça, je pourrais vous redonner la cote quand vous passerez en salle de lecture. Puis après, monsieur au fond. En regardant votre extrait sur la rue Mercière au 16e, Oui, 1500, oui, plan scénographique. je fais la réflexion, je me dis tiens, mais est-ce qu'il est possible avec un outil informatique, peut-être des archives ou autre, de s'amuser à superposer ça? Par exemple, si je regarde la rue Mercière, Alors, comme elle était au 16e, au 17e. alors, pour remonter jusqu'au 6e, non. Mais vous avez les travaux d'une personne qui s'appelle Fabrice Potier, que je me permets de citer, parce qu'il a fait un site internet qui permet effectivement d'avoir une vision de la ville de Lyon en 3 dimensions en 1700. Son site, c'est très vite à trouver, très facile à trouver. Vous tapez Lyon 1700 et dans les premières réponses du moteur de recherche, vous pourrez avoir des réponses. Pourquoi est-ce que je me permets de citer les travaux de Fabrice Potier? Parce que c'est un travail scientifique. C'est-à-dire que par rapport à ça, je l'ai vu un certain nombre d'heures passées en salle de lecture à dépouiller un certain nombre de liasses d'archives liées effectivement aux questions de voirie et d'archives anciennes, bien évidemment, pour effectivement avoir des relevés les plus précis possibles. Olivier Zeller évoquait effectivement les questions d'arches, de choses comme ça. Certains fonds d'archives, notamment des fonds plus fiscaux, peuvent avoir ce genre de choses parce qu'effectivement, avoir une porte cochère, avoir une fenêtre, etc., ça a des impacts en termes de fiscalité. Et donc, effectivement, Fabrice Potier a utilisé ça pour sa reconstitution. Et son travail est... Enfin, ça, pour le coup, c'est l'avis d'un amateur. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Oui, et si je puis me permettre, on peut très bien étudier la cartographie d'une ville sans plan, à partir du moment où l'on dispose de sources textuelles dont le mode de production a été un mode de production d'itinéraire, d'un sergent ou d'un enquêteur ou d'un architecte quelconque. Le problème, évidemment, c'est de caler l'ordre textuel vis-à-vis de la réalité géographique. Mais, on n'a encore pas vu bouger une église entre le 16e et le 21e. À Lyon, dans la presqu'île... Ah, dans la presqu'île, oui, parce que... À peu près 35 à 40% des immeubles d'aujourd'hui conservés sont des immeubles dont au moins le ténement remonte au XVIIIe siècle. Alors, Bernard Gautier, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Gautier, il est à la fois architecte de formation, urbaniste de l'État, docteur en histoire et professeur de géographie, excusez du peu. Il a inventé une méthode qui consiste à créer un SIG, système d'information géographique, dans lequel les éléments de base sont soit un point, soit un segment, soit un ou plusieurs vecteurs. Donc on fait absolument ce que l'on veut une fois qu'on a vectorisé le plan. Et sur ce plan vectorisé, on peut inventer autant de couches que l'on veut. Dans l'idéal, on pourrait inventer une couche par an de 1544 à nos jours, si ça nous amusait. Alors évidemment, c'est un travail de très très longue haleine, mais on peut parfaitement suivre au centimètre près l'évolution d'un groupe d'îlots ou d'une rue ou d'une partie de la ville sur 3 siècles, mais c'est un travail que je ne conseillerais à personne parce que Bernard Gautier et votre serviteur ont travaillé là-dessus pendant 20 ans. Bon, et si la méthode vous intéresse, vous pouvez vous reporter dans un article qui donne la méthode qui se trouve dans la revue Histoire et Mesure. Et évidemment, nous ne sommes pas les seuls à faire ça. Toute une génération d'historiens de la ville commence par faire un système d'information géographique. Donc, ce n'est pas limité à, à une photographie dans une année donnée. Là, vous avez le film. Mais évidemment, ça se fait massivement pour le 19e,
à la rigueur pour le 18e. Remonter jusqu'au 16e, c'est exceptionnel parce que dès que le fil de repérage d'une maison de mutation en mutation se casse, eh bien, on ne peut ravauder le système que grâce à la position de ce qu'on appelle les confronts, c'est-à-dire la rue d'un côté et 2 ou 3 maisons du côté de Bise, du côté de Vent, du côté d'Occident, du côté d'Orient. Et évidemment, les ténements ne sont pas immuables. Certains se réunissent. Par exemple, à Lyon, au XVIIIe, on achète 3 pauvres bicoques du XVIe siècle qui ont 4 mètres de façade, juste de quoi mettre un petit arc de boutique et une entrée. Quand on a les 3, on rase le tout et on fait un bel immeuble sur les normes du XVIIIe. Mais inversement, il y a des opérations de division au cours des lotissements. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Oui. Les 2 vues que je vous ai montrées là, de 1844-48, dites vues d'Alfred de Guédon, sont des vues qui ont été faites en ballon. Voilà. Donc mi-19e, ça commence. Pour la photographie, ça je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas en tout cas chez nous aux archives municipales, de documents qui auraient été faits de cette manière-là. La plus ancienne vue aérienne, en tout cas à ma connaissance, qu'on ait sur Lyon, c'est celle effectivement de l'album que j'ai pu vous montrer, en tout cas en partie puisque c'était que la feuille 53, et qui vous montre effectivement l'état en 1931. Voilà. Il faut savoir qu'effectivement les campagnes aériennes systématiques de photographie sont faites à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale avec l'IGN, pour le coup, sur les relevés. Plus de questions? Vous n'aurez pas de regrets arrivé sur le trottoir? Bien, il nous reste à vous remercier. Merci à vous, bonne soirée.